Il n'y a plus aucun cas actif de coronavirus en Nouvelle-Zélande. Les autorités sanitaires l'ont annoncé ce lundi après la sortie du dernier patient qui était encore à l'isolement. Du coup, le pays a levé toutes ses restrictions nationales. La première compétition professionnelle de rugby au monde pourra même reprendre avec un public en tribune. La chef du gouvernement a toutefois mis en garde. Cette absence de restrictions repose toutefois fortement sur le rôle continu que nos contrôles aux frontières joueront pour empêcher le virus d'entrer. Nous devons rester conscients de la situation mondiale et de la dure réalité que le virus est dans ce monde pour encore un certain temps. La Nouvelle-Zélande a été saluée pour sa réponse efficace à l'épidémie. Les habitants ont été soumis à un confinement strict de 7 semaines jusqu'en mai. Avec ses 5 millions d'habitants, l'archipel n'a enregistré qu'un millier de cas et seulement 22 morts. Les exportations mondiales de café ont chuté de 3,1% au mois d'avril 2020 par rapport à la même période en 2019 pour atteindre 10,32 millions de sacs. Une tendance baissière que ne connaît pas l'Afrique qui enregistre une hausse de 7% de ses exportations à 7,66 millions de sacs d'octobre à avril 2019-2020. L'Éthiopie et l'Ouganda, qui réalisent la moitié des exportations africaines de ce produit, s'en sortent respectivement avec une croissance de 19,2% et 19,6%. L'avantage des pays comme l'Ouganda et l'Éthiopie, il y a eu beaucoup d'investissements étrangers qui ont été faits dans ces pays en matière de production de café qui répondent aux normes de qualité internationale. Et ce café est facilement exportable à partir du marché à la criée de la bourse de Mombasa au Kenya. L'offre du café, comme tous les produits agricoles, est sensible aux conditions climatiques, notamment le gel et la sécheresse, et au coût des intrants et politiques gouvernementales dans l'ensemble du secteur. Cette année particulièrement, la filière doit également faire face aux conséquences de la crise sanitaire mondiale, dont l'impact se fait ressentir sur le transport de ce produit des producteurs vers les consommateurs. Les scènes sont les mêmes d'un pays à l'autre, un genou à terre, le poing levé. Ce dimanche, la vague de protestations pour dénoncer le racisme et les violences policières s'est à nouveau fait entendre en Europe, où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues. À Rome, en Italie, un rassemblement improvisé a réuni des milliers de manifestants. L'onde de choc provoquée par la mort de George Floyd, cet Afro-Américain asphyxié lors de son interpellation, continue de se propager. L'heure était à la mobilisation en Espagne, dans une dizaine de villes. À Madrid, plus de 3000 personnes se sont retrouvées devant l'ambassade des États-Unis. Ils étaient aussi plus de 15 000 dans la capitale danoise, à Copenhague, pour scander « Black Lives Matter », les vies des Noirs comptent. Un slogan qui a résonné de la Hongrie aux Pays-Bas, en passant par l'Allemagne ou encore la Suède, pour ne plus se contenter du silence. C'est une opération délicate qui a débuté ce lundi, un peu plus d'un an après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le démontage de l'échafaudage a maintenant commencé. Il a d'abord fallu procéder à des vérifications pour évaluer la stabilité de la voûte, cruciale pour la sécurité de cette opération à risque. Des ouvriers travaillant à l'aide de cordes vont s'atteler dès ce mardi au découpage des métaux et toute chute de débris pourrait déstabiliser l'édifice. L'ensemble métallique, qui pèse 200 tonnes, est composé de 40 000 pièces, dont la moitié culmine à plus de 40 mètres au-dessus du vide. La structure avait été mise en place pour les travaux de restauration de la flèche qui s'est effondrée lors de l'incendie du 15 avril l'an dernier. Mais sous l'effet de la chaleur, les tuyaux ont été déformés. L'échafaudage avait ensuite été consolidé et ceinturé par des poutres. Les opérations de démontage, assurées par 2 équipes qui travailleront en alternance, devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. C'est un écosystème à la fois immense, unique et magique. Mais cet écosystème est fragilisé comme jamais. Poumon de la planète, l'océan est aujourd'hui menacé par la pollution, bien sûr, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le principal danger pour l'océan.
Alors, la menace numéro 1, ça reste la surpêche et la dégradation des habitats marins à cause des engins de pêche qui sont toujours plus efficaces, toujours plus impactants. Donc ça reste vraiment, ça a été quantifié encore par les scientifiques l'année dernière, ça reste la cause numéro 1 de dégradation de l'océan. Indispensable à notre planète, l'océan recouvre 71% de la surface terrestre. Il contient 96,5% de l'eau présente sur Terre et produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Un équilibre menacé par un autre puissant facteur, le changement climatique. Les gaz à effet de serre qui vont transformer le climat de la Terre vont aussi avoir un impact sur l'océan, puisque l'océan agit comme un régulateur thermique, comme un tampon. Et donc, en absorbant les excès de notre pollution, de nos gaz à effet de serre, l'océan se réchauffe, s'acidifie. Et donc, tout ça a aussi des conséquences assez dramatiques sur la biodiversité, sur le fonctionnement des écosystèmes marins. Résultat, plus de la moitié des récifs du monde ont déjà disparu. Mais pour les scientifiques, il est encore temps d'agir, limiter la pêche, lutter contre la pollution plastique et surtout faire passer 30% de la surface des océans en zone protégée. Des solutions qui pourraient sauver l'océan, dont dépendent des centaines de millions de personnes pour leur travail ou leur alimentation.